J'ai revu Superman et c'était meilleur la deuxième fois. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de reparler de Superman car oui, je l'ai revu et j'ai plein de nouvelles choses à dire concernant le film parce que j'avais déjà sorti une grosse critique de 40 minutes mais j'ai vu plein de nouveaux détails, plein de nouvelles choses qui m'ont fait changer un petit peu mon avis pour le coup. Plus je pensais au film, plus au fait, mon avis évoluait et j'ai envie de partager ça avec vous. Je maintiens quasiment tout ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo que j'ai sortie dessus et je vais pas répéter les arguments qui étaient présents pour le coup. Je vais juste rapporter de nouveaux arguments, de nouvelles choses. Donc ces deux vidéos, celle de mercredi et celle d'aujourd'hui, sont clairement complémentaires. J'ai découvert le film mardi soir et je l'ai revu mercredi et je tourne cette vidéo mercredi, donc j'ai pas eu l'occasion de lire tous vos commentaires dessus parce que j'aurais aimé y répondre en détail, mais je vais quand même vous redonner mon avis sur le film avec de nouvelles choses parce que j'ai vu un peu ce que les gens disaient aussi en ligne, ça peut être intéressant. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'on fera des lives avec invités dans les jours et semaines qui viennent pour reparler du film en détail et je mettrai ça ou sur Twitch en VOD ou sur la chaîne secondaire. Vous allez pouvoir avoir accès à ça sans problème. Et on va aussi parler de l'avenir du DCU en fin de vidéo. Bref, reparlons de Superman, cette fois-ci avec plein de spoilers. Donc attention à vous, si vous n'avez pas vu le film, je vais spoiler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie pour avoir la VESTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Je suis toujours là, Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez déjà Blanche-Neige, Captain America Brave New World ou The Amateur. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous avez un compte Canal, vous pouvez vous connecter directement dessus avec ce compte. Vous allez avoir Sinners, Minecraft, Mickey 17 ou encore The Brutalist. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que d'après moi c'est plus simple comme la Roumanie, la Bulgarie et ça va fonctionner. Il y a plein de tutos encore en ligne qui vous disent comment faire facilement et ça marche avec plein d'autres abonnements comme les Torbox Patron par exemple. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. C'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Encore une fois, j'insiste, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'autre critique, mais il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Premièrement, lorsqu'on parle des organes de Superman au début, on dit qu'il a des problèmes de foie, de poumons, qu'il a des os cassés et tout. Premièrement, ça l'humanise, parce que c'est le but de l'œuvre, d'humaniser le plus possible le personnage de Superman, et en même temps, c'est une sorte de fusil de Chekhov par rapport à son point faible par la suite. Vu qu'il a des organes, on peut l'étouffer, on peut lui mettre de la nanotechnologie sur les yeux, et ça c'est intéressant. Humanisant, et en même temps, utiliser justement son humanité par ses ennemis plus tard, et je trouve ça assez fort en termes de symbolique, et on le voit, il a l'épaule déboîtée, plein de problèmes à cause justement de ces ennemis-là. Il n'est pas invincible, il a besoin de se soigner régulièrement, et je trouve ça vraiment bien, vraiment intéressant, et c'est cool parce qu'un Superman trop fort, trop invincible, pour moi c'est pas du tout intéressant, et c'est déshumanisant. Au final, si c'est trop un dieu, c'est trop facile. Là, il se fait tabasser, il a plein de dégâts à chaque fois et je trouve ça vraiment bien pour le coup. Et j'ai envie de parler un peu de la personnalité des robots. En fait, comme lui, comme Superman, ils deviennent de plus en plus humains après leur bataille. Après avoir perdu, après avoir été détruit, il gagne en personnalité, en humanité, tellement qu'à la fin, le robot ne s'appelle plus 4, il s'appelle Gary. Et d'ailleurs, Superman accepte ce prénom. Donc voilà, c'est un peu le même rite initiatique entre guillemets qu'avec Superman et les robots. Ils sont de plus en plus humanisés et c'est ça qui est fort parce qu'ils font plein de blagues, ils ont une personnalité et tout, c'est Alan Tudyk qui fait un super travail d'ailleurs, mais justement à la fin qu'ils aient un prénom, je trouve ça bien intéressant. Je trouve ça fort un petit peu aussi émotionnellement. Il y a même des cicatrices, des griffures qui se gardent. Alors qu'en vrai, il devrait pas. C'est un robot, il peut vraiment les réparer et tout, mais il a envie parce que c'est aussi une sorte de forme humaine. Et ça, j'aime beaucoup parce que James Gunn humanise vraiment les animaux, les robots et tout. Et si on parle d'animaux, moi, je suis un énorme défenseur de Krypto. Je pense pas que c'est un clown, Krypto. Je pense pas qu'il est là pour faire des gags et tout. Au contraire, il est pas vraiment là que pour faire rire. Pour moi, c'est un point central de l'œuvre. C'est le cœur du film, presque à certains moments, parce qu'en fait, premièrement, il attaque Superman plein de fois. Il attaque Superman et lui fait mal, entre guillemets. Donc on voit qu'il est puissant et qu'il peut faire des dégâts. Et ça, c'est hyper utile, évidemment, pour la fin, quand il intervient pour sauver Superman d'Ultraman. Parce qu'on sait que Krypto peut vraiment faire mal. Il n'aurait pas pu le 1v1, mais il peut faire mal à Ultraman parce qu'on le voit faire des dégâts, entre guillemets, en jouant, donc sans se rendre compte de sa force, à Superman. Donc quand il se rend compte et tout, il attaque quelqu'un, ça peut clairement faire mal. Donc ça, j'aime beaucoup. Et ce que James Gunn fait bien, c'est qu'il y a un côté vraiment humain
et animal tout le long. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, vous avez ici cette scène d'évacuation du coup de Metropolis quand il y a cette faille qui s'ouvre et il y a plein de gens qui partent avec leurs enfants. Premièrement, genre des humains, mais beaucoup de gens qui partent avec leurs animaux. On voit des chiens partir, on voit une dame qui a une sorte d'aquarium avec une tortue et part avec. L'idée même du film, c'est de sauver toute forme de vie. Les animaux, que ce soit l'écureuil qui se fait écraser par un kaiju, ou le chien qui allait aussi se faire écraser par un kaiju, ou tout simplement les humains qui vont faire sortir leurs animaux, leurs petites tortues, avec eux de la ville. Je trouve ça fort, je trouve ça humain, et c'est pour ça que Crypto est vraiment le symbole, d'après moi, de cette œuvre, et je trouve ça vraiment fort, intéressant, comme approche d'avoir fait le lien entre la vie humaine, la vie animale, c'est quelque chose qu'il a fait depuis les Gardiens de la Galaxie 3, hein, pour le coup, et aussi le lien avec les enfants. Superman, il veut sauver absolument tout le monde, et c'est ça qui est bien, d'après moi, dans l'œuvre. Et en même temps, il y a cette scène où il dit il doit se rendre. Il doit se rendre parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Mais en fait, le vrai argument de cette scène, c'est pas le mandat d'arrêt, c'est que Crypto a été kidnappé. Du coup, il veut sauver Crypto. Encore une fois, c'est l'un des cœurs émotionnels du film, comme dans Les Gardiens, et il fait passer un gag, le gag de Crypto, pour quelque chose d'émouvant. Et c'est la thématique, l'une des thématiques, en tout cas principales, de l'œuvre. On voit plein d'animaux qui sont sauvés constamment dans l'œuvre et il y a plein de liens qui sont faits par rapport à ça. D'ailleurs, chose hyper intéressante que j'avais pas forcément remarqué la première fois, mais vous savez, au début du film, il va chez Loïs, tellement que Loïs a peur et sait pas s'il y a quelqu'un chez elle, et on a l'impression que Superman est rentré ici par effraction, ou peut-être il a les clés, je sais pas quoi, mais on n'a pas l'impression qu'il a les clés si elle s'attendait pas à voir Superman ici. Mais en même temps, dans cette séquence-là, on a l'impression qu'il est chez lui. Du coup, Loïs rentre chez lui comme elle veut, lui rentre chez elle comme il veut. Donc il y a quand même un truc de couple qui est pas mal et c'est cool d'avoir montré les deux endroits. Je suis pas sûr que ce soit chez lui, mais j'ai l'impression parce que c'est pas du tout la même déco et je trouve que c'est plutôt pas mal comme idée. Il faut parler un peu de Eve et c'était cool parce qu'il y avait un côté vraiment bimbo, stupide de Lex avec lui sûrement parce que Jimmy lui a brisé le cœur et du coup il a cherché un bad boy ou un truc comme ça, on sait pas trop. D'ailleurs c'est drôle parce que Jimmy, lorsque Loïs fait un compliment à Eve, elle dit qu'elle est canon, Jimmy il est en mode canon, ah bon? Il dit hot, il est étonné, non, elle est pas belle et tout. Ça montre un peu comment Jimmy voit ce personnage-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un personnage intelligent. Et ça qui est fort chez James Gunn, c'est qu'il prend un personnage vraiment pas important, cliché de cinéma, qui est la bimbo, et en fait un truc bien plus attachant, bien plus émouvant aussi. Jimmy, c'est un peu un connard avec elle. Hein. Bon, il a le droit de pas l'aimer, hein, mais elle est super sympa avec lui. Elle fait tout pour lui. Et en même temps, lui, il veut même pas passer un week-end avec elle. Et je trouve ça assez intelligent, attachant. Et ça montre aussi un Jimmy un peu moins manichéen, quoi. Et ça, c'est plutôt mignon, je trouve. Et en plus, à la fin, Jimmy l'accepte. Il sourit quand elle est dans ses bras. Et je pense que dans le prochain film ou projet, ils seront ensemble. Parce que c'est typiquement le genre de choses que pourrait faire James Gunn. Et elle est vachement humanisée, justement, parce qu'elle sort de ses clichés. Et je trouve ça vraiment bien et cool. Et c'est pas juste un plot device. Il y a une vraie humanité derrière qui est, d'après moi, réussie. Et si on parle de ça, vous vous dites, bah attendez, Lex, pourquoi il se fait avoir par une meuf comme ça? Lex, il se fait avoir par beaucoup de meufs. Il le dit lui-même, hein, il a emprisonné une meuf parce qu'elle a écrit un blog sur lui. Donc ça, c'est vrai, hein, elle s'appelle Fleurette, qu'on voit à la fin du film sortir aussi de prison en même temps que Eve. Mais il s'en fout tellement d'elle qu'il l'ignore et il se rend pas compte parce qu'il pense que c'est une bimbo bête, stupide, un peu comme le spectateur. Et en fait, elle prend des photos de toutes les choses importantes pour Lex. Du coup, il y a un truc intéressant où, au fait, on a le même avis sur Eve que le méchant. On la voit comme la bimbo qui est là et puis basta. Et au fait, non, on se rend compte, contrairement à Lex, que c'est un personnage intéressant. D'ailleurs, Lex, il a un genre de meuf. Hein. Fleurette et Eve se ressemblent beaucoup. Hein. C'est des blondes, un peu grandes, fines et tout. Et on voit qu'il s'intéresse pas du tout à ces femmes. Hein. C'est juste pour le statut, l'ego, t'as l'impression. Mais en tout cas, voilà, contrairement à Lex, nous, on voit l'humanité en elle. Et contrairement à Lex, on voit l'humanité dans absolument tout le monde. Lui n'accepte pas les humains en réalité, parce que lui veut devenir un dieu. D'ailleurs, hein, rappelez-vous, le DCU, c'est le chapitre 1 qui s'appelle Gods and Monsters. C'est le nom du premier chapitre, de la phase 1 si vous préférez, et c'est le texte qui apparaît au tout début du film. Et j'aime beaucoup parce qu'il est jaloux de Galilée. J'aime bien l'idée qu'il ait choisi Galilée parce que c'est l'un des seuls scientifiques qui cite qui a plus de 300 ans d'existence, donc avant l'apparition des dieux et des monstres, et un lien avec les planètes évidemment qui est évident par rapport à Galilée. Et il est dans ce délire sectaire parce que lui il veut devenir un dieu, il veut être un prophète. D'ailleurs, hein, ils le disent, hein, Loïs le dit à un moment, j'avais pas fait gaffe la première fois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui ne comprend pas pourquoi l'humain vénère l'alien plus qu'un autre humain. Et c'est ça qu'il veut, c'est qu'il veut devenir ce dieu qui est vénéré. C'est pour ça qu'il voulait faire Lutoria, où il aurait été un dieu ou un roi. Il cite d'ailleurs, et le lexique de Lex est super déshumanisant. Pour lui, Superman, c'est un martien et non pas un kryptonien. Donc ça, c'est une phrase raciste, hein, disons les choses. C'est un truc qui arrive dans la vraie vie. Il y a des gens qui parlent comme ça, ils parlent d'alien, mais encore une fois, le mot alien, ça veut dire étranger en anglais.
c'est pas forcément d'une autre planète, c'est juste un étranger. Alien à la base, ça veut dire ça. Il déshumanise les méta-humains alors qu'il les utilise. Encore une fois, il est hyper intéressant parce que c'est le raciste xénophobe de base, avec des propos qui sont pas en mode « Ah, je déteste X, Y ethnie ». Il déteste les étrangers, les aliens, il déteste les kryptoniens ou les martiens. Et il y a un truc marrant parce que même ce genre d'alien qu'il y a dans l'univers de Poche, on dirait Charon, vous savez, sur la rivière du Styx, même ça, il lui parle super mal. Et je trouve ça intéressant par rapport à lui. Tu sais, c'est une sorte de démon qui mène à la mort comme ces créatures de la mythologie. Et il lui parle super mal. Et ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant par rapport à ce personnage-là, parce qu'il représente ces riches milliardaires sans être Jeff Bezos ou Elon Musk. C'est le pur racisme, la haine, qui propage aussi une haine vraiment visée envers les Arabes, surtout, parce que voilà, il parle de harem, encore une fois, et il est prêt à sacrifier Metropolis, et je pense qu'il est surtout misanthrope aussi. Alors oui, il déteste les aliens, les étrangers, les méta-humains, mais il est aussi misanthrope, il déteste l'être humain. Pour lui, l'être humain, il s'en fout de Metropolis, il le dit lui-même, hein. À la fin, il dit « J'en ai rien à faire de cette ville, je vais trouver une ville à sauver que j'aime bien », entre guillemets, il dit ça. Et j'aime beaucoup comment il utilise tout ça. Je pense que c'est un bon personnage par rapport à ça, qui représente une facette de nous-mêmes, hein, de l'Amérique et de l'Occident et même de tous les pays, cette facette raciste, milliardaire, assez horrible. Donc je trouve que c'est un vrai bon méchant, mine de rien. Et il y a tellement de petites phrases, tellement de petits moments comme ça, tu te dis, ah ouais, le mec c'est vraiment un vrai connard avec des petites subtilités à droite à gauche. Et ce qui est hyper intéressant dans cette scène-là, c'est que Superman demande qu'on lui lise ses droits. En fait, quand tu te fais arrêter dans tous les pays, mais surtout aux États-Unis, vous le savez, dans tous les films, on doit lui lire ses droits. Les personnages de Rick Flag, ici, lui dit non, tu es un alien, tu n'as pas le droit. Ça, c'est un truc qui arrive dans la vraie vie aux États-Unis en ce moment. Il y a des gens qui sont arrêtés sans qu'on leur lise leurs droits. Parce que vu que c'est des étrangers, ils n'ont pas de droits. Et ça, c'est atroce et c'est horrible. Et en même temps, je trouve que le parallèle est assez génial. Mais il y a une scène avec Lex qui fait du lobbying. Et dans cette scène où Lex fait du lobbying au tout début, il y a une dame, je ne sais pas si c'est une sénatrice ou une diplomate ou autre, qui est contre lui. Quoi qu'il arrive, elle est contre lui. Et il le dit, hein, voilà, elle, on s'en fout, on n'a pas envie de la convaincre. Et lorsque Superman est vu comme méchant, elle disparaît de la discussion. Parce que politiquement, elle est plus du tout intéressante. Il n'y a que Rick Flag et l'autre homme, du coup, qui sont dans la discussion. Parce que eux, ils essaient de gérer le public. Tu vois, ils sont peut-être moins partisans, entre guillemets. Et ça va être assez intéressant, je pense, dans la suite de l'univers. C'est plutôt pas mal. Et moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'avais pas forcément remarqué non plus, c'est qu'en fait, oui, on voit clairement que Malik Ali, il s'appelle, mais on l'appelle Mali, hein, c'est lui qui s'appelle comme ça. C'est clairement un arabe. D'ailleurs, on l'appelle un local, donc c'est un monde cosmopolite de métropolis, et ça, c'est vraiment bien. Il devient un héros à la fin, il est honoré, ça c'est cool et tout. Mais c'est le seul qui se fait tuer par Lex, entre guillemets, et c'est un arabe. D'ailleurs, il lui dit lui-même, il lui a offert un sandwich falafel à Superman. Il a bien dit falafel. Dans les sous-titres français, il y a marqué sandwich, mais en anglais, il dit falafel. C'est pas pour rien. On dirait un mec qui vient de ce peuple. Je crois qu'il y a peut-être marqué. Je pense que si on fait une impression d'écran sur la séquence où justement il lit sa carte d'identité Lex, peut-être on peut voir ses origines ou son ethnicité ou un truc comme ça, je n'en sais rien, j'ai pas fait attention à ça, mais on dirait qu'il vient du peuple qui se fait écraser et que Superman a sauvé Jampur, et je trouve ça vraiment intéressant de l'avoir beaucoup mis en avant comme ça et qu'il soit honoré comme ça, je trouve ça vraiment chaleureux. Par contre, je maintiens que Metropolis fait pas du tout assez vivante, et la scène des kaijus en soi est un peu, je dirais pas décevante, elle est bien sans plus, mais je l'avais mal comprise, parce qu'en fait le but de la scène ici, c'est pas d'avoir un combat de kaiju qui fait diversion, tout ça. Ce qui est intéressant dans la scène ici, c'est comment les citoyens de Metropolis réagissent à la scène. En fait, ils s'en fichent. Pour eux, c'est rien de choquant, rien de marquant, genre. Ils sont sur leur tel, ils regardent la télé. Il y a un mec qui regarde la télé, il est juste là. Genre le kaiju, il est en bas. Enfin en bas, il est en haut, techniquement. Mais le kaiju est à 2 mètres de lui, et il regarde la télé. Il bouge pas, il fuit pas. Parce qu'en fait, ils vivent dans un monde où ils sont pas inquiets. Même Loïs à la télé, t'as un kaiju gigantesque, elle s'en fout. Elle parle à l'autre collègue et tout, elle s'en a rien à battre. Elle regarde même pas la télé. Elle s'en branle parce qu'elle sait que Superman, ça il est habitué. Et ils ont une invasion alien toutes les semaines à Metropolis. Ils s'en moquent et c'est banal pour eux. Parce que Superman est là, parce que du coup t'as aussi les gardiens, les Justice Gang qui sont là. Ils s'en foutent. Et ça c'est intéressant parce qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas en danger. Et ça, c'est cool, et ils l'ont pas assez bien utilisé. Normalement, oui, à la fin, il aurait pas dû avoir une sorte de fossé qui s'ouvre de l'univers de Poche. Il aurait dû avoir une menace qui fasse flipper Metropolis. Et ça aurait été meilleur. Parce que cette scène-là, pour le coup, est géniale, où tu vois les gens qui prennent des selfies, les gens qui partent pas et tout, c'est super comme idée, parce qu'ils sont tellement safe avec Superman et les autres, qu'ils sont sans stress. Mais il n'y a pas de, on va dire, contradiction par rapport à ça, ou d'opposition à la fin du film. J'aurais aimé qu'à la fin du film, ils paniquent réellement par rapport à une autre menace, qu'ils aient réellement peur et que Superman voilà, ne soit pas à la hauteur. Mais ça, il n'y a jamais réellement dans le film. Pourtant, la scène, en théorie, est bien par rapport à ça. Mais ils ont tellement accepté Superman qu'ils ne stressent pas. C'est ça qui est intéressant. Et justement,
ces sociétés-là qui retournent sa veste contre Superman à la fin à cause d'une actualité, c'est pas du tout irrationnel, c'est logique. Les gens changent d'avis sur quelqu'un comme ça, suffit d'une actu. Enfin, ça arrive tout le temps par rapport à des groupes, par rapport à des gens, et je trouve ça vraiment bien. C'est encore une fois une belle critique, je trouve, de la société, des médias, de manière générale, mais ça j'en ai déjà parlé dans ma précédente critique. Et ce que je trouve intéressant dans la production du Justice Gang, c'est qu'en fait, on le sait déjà, ils sont prêts à laisser des gens mourir pour rester apolitiques, clairement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas vraiment de règles. En fait, c'est des règles qu'ils inventent. Alors oui, ils doivent sauver la Terre des aliens, hein, c'est le job de Green Lantern et tout, mais en théorie, ils doivent juste arrêter les aliens, et ils sont clairement apolitiques. Mais qu'est-ce qui change à la fin? C'est qu'ils voient le symbole de l'espoir que représente Superman, et ils comprennent. Et ça qui est fort, c'est qu'en fait, Superman arrive à les faire changer d'avis. Quand ils voient littéralement des enfants en train de brandir un drapeau de Superman comme une sorte de dernier espoir, ils comprennent. Alors en plus, c'est dit que Superman les appelle et demande leur aide, mais ils comprennent et ils y vont. Ils sont d'ailleurs adulés par rapport à ça à la fin et tout. Et c'est assez génial comme idée, je trouve. Et en plus de ça, donc ça fait une évolution par rapport à eux, par rapport à leurs idéaux, qui est simple, basique, mais on les voit regarder la télé. Lui, il boit son lait d'ailleurs, et il se dit « Ouais, non, je peux pas, je dois intervenir. On peut pas rester apolitique pendant que des enfants meurent. » Et je trouve ça vraiment bien, vraiment fort de manière générale, et oui, une vraie réussite. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que Mister Terrific, à la fin du film, il aime bien le chien. Pourtant, juste avant, on parle Superman de mettre le gros monstre Kaiju dans un zoo intergalactique, et il fait « Non mais tu rigoles et tout, moi j'ai pas d'émotion, je m'en fous des animaux. » Mais je vous jure, maintenant, dans les prochains projets, même à la fin, il aime bien le chien, donc il va plus jamais, je pense, tuer d'animaux, et surtout, il a commencé à développer des vraies émotions, quoi. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve le plan séquence au final avec Mister Terrific intéressant, parce que j'ai dit dans ma critique, ouais, j'aurais aimé que le plan séquence soit réservé pour quelqu'un d'autre, genre Superman. Mais en réalité, ce plan séquence, c'est pas le plan séquence de Mister Terrific, c'est le plan séquence de Lois Lane. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on voit Lois Lane dans le pétrin, parce que c'est la première fois qu'elle est dans le pétrin. En fait, elle, c'est pas une journaliste de terrain, en réalité. Elle connaît Superman parce que c'est son copain et tout, mais elle a jamais été sur le terrain avec Superman. Et là, la première fois qu'elle est sur le terrain, elle comprend le danger, elle a peur, elle est paniquée, elle dit « holy shit » à la fin, et comprend ce que vit son copain tous les jours, pour la première fois de sa vie. Et ça l'approche clairement de Superman, et ça, on le ressent dans la manière dont on lui parle après. Donc le but, c'est pas de montrer une scène stylée de Mister Terrific, même si aussi, hein, pour le coup, c'est une scène sympa que j'aime bien, mais c'est surtout de montrer Lois Lane et sa réaction. C'est pour ça que la caméra tourne autour d'elle et sa réaction est toujours dans le cadre et Mister Terrific est rarement dans le cadre. Et au final, je trouve ça plutôt intelligent, plutôt bienvenu en termes de développement de personnages et d'arc narratif. Et on comprend aussi pourquoi ils s'occupent des aliens. Parce que c'est leur travail, parce qu'ils sont sponsorisés pour ça. D'ailleurs, il fait la pub, le personnage de Guy Gardner, constamment l'entreprise qui est sponsorisée. J'ai oublié le nom, hein, pour le coup. C'est pas l'Excore, mais c'est une autre entreprise qui est sponsorisée, je sais plus exactement c'est qui. Et ils refusent de travailler avec Superman après. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, Superman n'est pas nécessaire. En gros, voilà, il y a ces gardiens, ce Justice Gang qui existent et ils peuvent arrêter les aliens. Ça, c'est un alien du vendredi. Il dit ça un peu comme ça. Donc, je trouve ça plutôt rigolo parce que ça met en avant un peu l'importance de la SF, en plus d'avoir des eaux intergalactiques et tout. Tu vois que ça va devenir un univers hyper SF de plus en plus et ça, c'est que le début. Et il y a plein d'idées comme ça que je trouve plutôt bien au final, que j'aime bien, juste de world building et tout, de manière subtile, légère. Alors je parle pas de ça de subtil, hein, mais le fait qu'ils veulent plus bosser avec Superman et tout, parce qu'ils ont quand même un code moral, mine de rien. Et ce qui est fort aussi, c'est que c'est Hawkgirl qui va tuer ce fameux tyran à la fin. C'est intéressant diplomatiquement, parce que maintenant, on voit Rick Flag réagir à la fin. En fait, elle vient de tuer un dirigeant d'un autre pays, comme ça, sans rien dire. Voilà, elle l'a fait parce qu'elle a décidé. Elle a tué le mec comme ça. Ils auraient pu arrêter l'invasion. Mais non, elle a décidé de le tuer. Et ça, diplomatiquement, imaginez-vous être les États-Unis, imaginez-vous être d'autres pays du monde, s'il y a des héros comme ça qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Parce que là, c'est ce dirigeant qui est méchant pour le film, mais après, imaginez, je sais pas, il y a un super-héros qui va tuer Poutine ou Netanyahou, et d'un coup, bah, tous les pays sont en mode, bah attendez, c'est quand même un super-héros de chez vous, certes, vous n'avez pas décidé, mais ils ont quand même tué un dirigeant d'État. C'est spécial. Donc je pense que ça sera une énorme thématique par la suite. Et c'est plutôt bien parce que Superman, il a pas demandé ça, hein, pour le coup. Superman n'aurait pas voulu le tuer. D'ailleurs, il y avait l'occasion, mais lui, il l'a pas fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y aura une vraie rivalité, entre guillemets, entre le Justice Gang par la suite et en même temps Superman, parce qu'ils n'ont pas la même morale. Et ça, même si Mister Terrific a changé, Hawkgirl, c'est pas forcément le cas. Et c'est ça qui va être intéressant, je pense aussi. C'est ça aussi qui déshumanise certains personnages. Et j'ai envie de parler de cette séquence avec Lois parce qu'au fait, cette séquence-là, elle met en avant plusieurs choses. C'est deux personnes qui sont mauvais en relation. En relation de couple, ils sont mauvais. On comprend que c'est récent, quelques mois et tout, elle prend pas ça au sérieux, elle en parle à Mister Terrific, elle dit qu'elle a des doutes, que c'est pas vraiment copain-copine et tout. D'ailleurs, Mister Terrific, il s'en fout,
catégoriquement. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, on comprend que Loïs, elle a une sorte de manque en confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'elle dit à un moment que c'est une petite fille de Bakerville, je crois, l'une des zones à la fin qui se fait presque ouvrir, là où, vous savez, il y a ce moment où ça traverse la mer, et elle dit qu'ils vont se faire tuer, ils doivent courir et tout. Et c'est dommage qu'à la fin, Loïs, c'est passive, genre elle est dans son vaisseau et tout, mais elle aurait dû essayer d'aider les gens de sa ville ou de son quartier, peu importe en réalité. Mais elle a réussi, d'après elle, en étant d'une petite ville ou petit quartier, en étant punk rock, et elle s'assume, mais tu vois qu'elle n'a pas vraiment confiance en elle, elle n'a pas confiance en son couple et tout, et c'est ça que je trouve plutôt réussi, mine de rien. Et de l'autre côté, lui non plus, il est pas bon en couple, rappelez-vous, hein, lorsqu'il s'embrouille, il s'en va sans la réconforter, alors qu'elle attendait du réconfort, et ça, c'est intéressant, je pense, parce qu'elle n'a pas osé dire qu'elle voulait du réconfort, et surtout qu'elle a des doutes par rapport au fait que c'est un humain, pas un humain, et justement, quand elle va chez ses parents, ça j'ai déjà dit dans ma précédente critique, elle comprend que c'est un vrai humain grâce au poster et tout, et c'est là qu'il y a la meilleure phrase, je pense, du film, hein, c'est quand elle dit qu'elle a peur d'aimer, en fait. Parce que moi, je me suis concentré sur le côté punk rock, qui est donc la compassion. C'est une phrase géniale, hein. Le nouveau punk, c'est la compassion, c'est l'amour et tout, c'est génial, mais j'ai pas fait attention à l'opposé de ça. Elle, au fait, elle arrive pas à aimer, parce qu'elle voit le mal. Elle voit tout le temps les gens, les déceptions et tout, alors que lui voit l'amour. C'est pour ça que lui dit « je t'aime » en premier, parce qu'il voit le merveilleux dans les gens, le beautiful, c'est ce qu'elle dit. Mais elle n'y arrive pas. Et je trouve ce parallèle intéressant, parce que de une, le message est génial, c'est le message parfait de Superman, mais ça parle aussi de cette Lois Lane qui a du mal à s'ouvrir, littéralement. Et c'est le wokisme à l'état pur. L'acceptation des autres, la compassion, l'amour, c'est ça le wokisme. Et c'est ça qu'on aime énormément aussi, ça fait grave plaisir, et c'est la meilleure phrase du film, c'est évident. Et évidemment, il faut revenir sur cette histoire d'Israël, Palestine, Russie, Ukraine. Je vais en parler un petit peu, mais en fait, il y a plusieurs choses qui sont dites dans ce dialogue-là que j'aime beaucoup. C'est que Superman le dit lui-même. Il sait très bien que l'excuse d'avoir des armes, des terroristes, des brigands dans ce petit pays qui n'a pas de tanks et tout, c'est une excuse de ce pays qui a des tanks d'envahir l'autre pays. Donc c'est l'excuse du Hamas, c'est l'excuse des nazis en Ukraine, c'est clairement ça, c'est évident, mais forcément, même si d'un côté c'est le délire un peu slave, russe, dans l'accent, dans l'architecture orthodoxe chrétienne, bah en même temps c'est des gens dans le désert et c'est des arabes, ça se voit et c'est souvent dit dans le film. Donc c'est un mélange un peu de la Russie et d'Israël contre la Palestine, c'est assez évident de ce point de vue-là. Et en plus de ça, il dit un truc hyper génial, il dit « Est-ce qu'un pays qui n'est pas parfait mérite d'être envahi ?» Et ça, c'est exactement le débat qu'on a aujourd'hui. Oui, la Palestine, c'est pas parfait, mais est-ce qu'il mérite le génocide? Est-ce qu'il mérite la mort? Et ça, c'est Clark Kent qui le dit, et je trouve ça assez fort. En plus de ça, il parle des mauvaises intentions des dirigeants qui sont prêts à manipuler, on va dire, ce qui se passe dans le pays voisin ou en face qui veulent annexer pour leur gain personnel, alors qu'ils disent autre chose dans la vraie vie, et il dit off the record, donc il faut couper l'interview, qu'est-ce qu'il pense réellement? Et elle veut pas se prononcer. Elle dit, je le pense, mais je le sais pas, parce que les journalistes, ils font ça, c'est leur travail. Ils disent, voilà, c'est possible, je questionne, elle dit même, mais on sait pas. Et je trouve que c'est assez fort, ce discours qu'ils ont par rapport à ça, qui est hyper d'actualité, surtout qu'au fait, Superman, il le dit, hein, va décider d'allier sa cause à l'opposé des États-Unis, parce qu'en fait, les États-Unis sont un allié du dictateur. Ça, c'est top, en vrai. C'est une super idée, et du coup, le lien avec Israël-Palestine est évident chez évident, même s'il y a un mélange, évidemment, de Russie derrière tout ça. Mais bon, même avec l'accent et tout, c'est pas un accent juste slave, hein, pour le coup, mais c'est génial comme séquence, parce qu'en plus de ça, de parler d'un vrai conflit qui existe aujourd'hui, il mélange leurs relations amoureuses dedans, parce que c'est un conflit entre, disons, Israël-Palestine, Jampour et Bovaria, je crois, ou Boravia, peu importe, et en même temps, c'est un duel entre les deux, mais pas les deux, les deux en termes de elle, la journaliste, et elle, la copine, et lui, le super-héros, et lui, le copain / journaliste. Donc ça, c'est vraiment fort pour le coup, et c'est l'une des meilleures séquences, surtout quand vous la revoyez après. Et j'aime beaucoup aussi le moment avec son père, parce qu'en fait, il dit un truc intéressant, c'est qu'il a l'impression d'avoir perdu son identité, Clark. Vu que, depuis qu'il est né, sa mission d'après lui, c'était de sauver le monde grâce au message de ses parents, il a oublié ses vrais parents. Et lui, son père, hein, lui rappelle sa jeunesse. Et d'ailleurs, il parle de burrito. C'est pas pour rien qu'il parle d'un burrito et pas d'un barbecue. C'est que le burrito, c'est une nourriture mexicaine qui vient d'un autre pays. Et en fait, encore une fois, c'est un truc sur l'immigration et tout qui est intéressant. C'est pas par hasard qu'il dit burrito plus qu'autre chose. Et il parle de leurs souvenirs, il dit qu'il est fier de lui pour lui rappeler qu'en fait, il n'est pas ce que ses parents biologiques ont fait de lui. Il est ce que ses parents adoptifs ont fait de lui. Et le fait d'être fier de lui est assez génial. En plus, sa mère a préparé ses bottes. Et ce qui est hyper intéressant, que j'ai oublié de citer aussi dans ma précédente vidéo, c'est que ses parents l'appellent 22 fois. En fait, on comprend qu'il appelle ses parents tout le temps. D'ailleurs, il dit souvent, même à Lois Lane, il veut pas lui dire où vivent ses parents. Il le dit.
il veut garder ça secret parce qu'il aime ses parents, il veut les protéger, et ça qui est fort, mais eux l'appellent tout le temps, 22 messages à partir d'un moment, et je trouve ça assez touchant, mignon, en plus tu vois qu'ils ont du mal avec la technologie, et c'est génial, parce qu'ils essayent tout de même. Alors oui, ça reste un film hyper explicatif et pour les enfants, mais c'est touchant, il y a du cœur. Encore une fois, maintenant sur l'univers de poche, il y a un défaut que j'ai pas forcément fait attention, mais rappelez-vous, hein, lorsqu'il enlève la kryptonite pour sauver son enfant, il y a littéralement un mec en face justement de lui qui tient l'enfant et qui réagit pas. Il y a un soleil qui se fait et il ne réagit pas. Il aurait dû avoir un plan. Pour moi là, c'est une facilité scénaristique et il n'y a rien qui explique le fait que le bébé n'a pas été tué. Parce qu'en vrai, tu aurais eu un plan du mec en face qui s'est endormi. Ok, là tu peux faire ton soleil, enlever la kryptonite, mais on voit juste après que le mec est pas endormi. Donc c'est bizarre, et je pense que c'est une facilité scénaristique par rapport à ça. Mais bon, c'est du chipotage, ou en vrai on s'en fout un petit peu, mais c'est vrai que ça m'a un peu fait tilt, parce qu'en fait, l'enjeu de cette scène-là, lui ne peut pas sauver Superman, parce qu'il y a le bébé qui peut se faire tuer en un claquement de doigts en face. Et ça, ils en parlent réellement jamais, il fait son soleil sans impacter qui que ce soit. Surtout qu'il y a deux personnages dans les boîtes d'à côté qui arrêtent pas de gueuler et tout, donc c'est un peu particulier. Bon, c'est pas la fin du monde, mais je pense que c'est quand même littéralement une erreur. Dites-moi si vous avez trouvé une explication par rapport à ça. Maintenant, la rivière de Proton, elle passe un peu mieux. Je reste pas fan de l'ADA, je trouve qu'elle fait très numérique, très effets spéciaux. Elle manque de poids, alors que les autres scènes d'action, je trouve qu'elles ont un vrai poids, un vrai drame. Même si le plan là est beau, bon, la rivière de Proton, je trouve que c'est pas très inspiré, c'est un peu faible au final. Par contre, il y a plein de choses que j'ai aimé, que j'ai revues. Lorsqu'il vole, il y a plein de séquences où il va tellement vite qu'il passe à travers différentes météos. Et je trouve ça vraiment drôle, c'est un peu subtil, mais c'est plutôt cool. Il y a un moment de gloire à la fin, forcément, avec les lasers que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est un moment de gloire grâce à son équipe. C'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, on n'en parle pas assez, mais il n'est pas devenu Superman à la fin parce que c'est Superman. Il est devenu Superman à la fin parce qu'il a fait alliance avec plein d'autres gens. Et c'est ça qui a fait que c'est un grand protecteur et qui a complété son rite initiatique, c'est que les gens survivent grâce au fait qu'il a réussi à convaincre les gens par son cerveau et pas ses muscles. Que ce soit Crypto, le chien qui l'aide à la fin, que ce soit Mister Terrific et les gens du coup en bord à vie, enfin au niveau de l'invasion. Et je trouve ça vraiment fort. Et en même temps, la scène de vol, j'avoue qu'elle est pas dingue. Alors c'est pas cette scène-là parce que j'ai pas d'image, mais vous savez quand il vole avec Ultraman et l'ingénieur dans le ciel, oui en termes de mise en scène, c'est bien sans plus, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait il utilise les nanoparticules de l'ingénieur pour se protéger de sa chute, parce qu'on voit que la chute aurait pu lui faire des dégâts, et en même temps pour blesser l'ingénieur qui n'est pas morte au final parce que Superman ne tue pas. D'ailleurs, lorsqu'il utilise le laser sur tout le monde de la scène d'avant, en fait les personnages on les voit tomber mais ils survivent, tu vois, il les tue pas réellement non plus parce que le laser ne découpe pas, il fait des dégâts voilà physiques je crois dans ce film, en tout cas c'est montré comme ça, et je trouve ça pas mal du tout au final, et il y a pas mal de choses en réalité que j'aime bien dans cette scène, surtout par rapport aux nanotechnologies. En fait, on comprend que ça peut atteindre Superman et ses poumons, parce qu'en fait, la nanotech est utilisée sur Crypto au début du film, et sur Crypto, ça a fait le même effet. Ça a étouffé Crypto, et je trouve ça pas mal, c'est encore un bon fusil de Chekhov. Maintenant, je maintiens ce que je dis sur Climax, je trouve que le Climax c'est assez inintéressant, surtout par rapport aux antagonistes qui sont des sbires un peu random, mais j'aime bien le fait que Lex échoue parce qu'il n'a pas accepté l'idée que Superman pouvait être aidé. Et ça, c'est beaucoup mis en avant, pour le coup, à la fin du film. C'est pas Superman qui gagne parce que c'est le plus fort. Il gagne parce qu'il a fait équipe avec les gens. Et ça, Lex ne l'a jamais pris en compte. Pour lui, il n'y a que Superman et puis basta. Et quand il y a d'autres personnes qui interviennent, ou comme Crypto, bah il est perdu quoi. Et c'est ça qui était sa plus grande perte. Dans son obsession pour Superman, il a clairement oublié les autres. Et c'est pour ça qu'il perd. Et je trouve ça pas mal. Alors oui, il y a plein de gens qui vont critiquer pas mal de choses. Moi, j'aime bien la fin en amour. Je trouve que c'est touchant. C'est assez parfait. Et en plus de ça, on voit que du coup, Jimmy Olsen et Perry ont compris qu'ils étaient ensemble. Mais surtout qu'en fait, c'est sous-entendu, ils ont compris que c'était Clark Kent aussi. Donc ça, c'est pas mal. Je sais pas si c'est confirmé, mais c'est fortement sous-entendu parce que ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble. Bon, ils ont capté. Je pense qu'il n'y a rien de choquant par rapport à ça. Et je trouve que c'est cool parce que c'est des journalistes d'investigation, mine de rien. Donc ça serait pas non plus choquant. Et on dit que les lunettes ne marcheraient pas pour toujours. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Et je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, en réalité, il y a plein de critiques. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas assez de Clark Kent. Ça me dérange pas, moi je pense à un film sur Superman, pas besoin de Clark Kent forcément, peut-être il sera plus présent par la suite, mais c'est pas la chose la plus intéressante. Clark Kent en réalité, le délire de double identité et tout, c'est bien dans le symbole, mais dans les intrigues, c'est pas toujours essentiel, surtout qu'on s'est tapé 25 ans de ça. Il y a plein de gens qui disent que ouais, Superman se fait trop tabasser et pas respecter. Bah moi j'aime bien, j'aime pas avoir un Superman trop puissant, trop divin et tout, je pense que c'est un peu nul. Il y a trop de blagues qui gâchent le drame, moi je suis pas d'accord, je pense qu'en ayant revu le film, maintenant, il n'y a quasiment aucune blague qui gâche le drame. Le vrai souci, c'est qu'il n'y a pas assez de drame, il n'y a pas assez d'émotion. Mais c'est pas à cause des blagues, c'est que juste ils ont raté le cœur émotionnel au final. Il n'y a pas assez d'enjeu émotionnel, surtout dans le climax. Ça, je suis d'accord et j'ai déjà dit. Mais trop de blagues, non. La seule blague un peu nulle, c'est qu'en fait, Lois Lane et Mister Terrific se dépêchent, et t'as cette porte hyper lente et tout.
qui est une sorte de développement de personnage par rapport à lui, mais en même temps, c'est un peu nul, mine de rien. Il y a plein de gens qui disent qu'il y a beaucoup de personnages. Alors oui, il y en a, et ils sont pas assez développés d'après certaines personnes. Je suis pas d'accord, hein. Je pense que chaque personnage a son petit arc. Chaque personnage est différent au début et à la fin du film. Ils n'ont pas d'introduction, c'est ce que beaucoup de gens ont dit. Bah, je trouve ça bien. Enfin, c'est bon, on n'a pas besoin d'origin story, on n'a pas besoin de réintroduire tous les personnages. En fait, tu comprends en une scène qui ils sont, ce qu'ils représentent, ce fameux cliché à chaque fois que parfois James Gunn va faire changer. Et à la fin, il n'y a aucun personnage qui est le même qu'au début. Et je trouve ça bien, ils ont tous leur petit arc. Mais vous regardez tous les personnages, hein, que ce soit le Justice Gang, que ce soit les parents de Clark, lui qui est genre trop sensible et au final il pleure devant son fils, que ce soit, mais littéralement tout le monde, Lois Lane, Superman, tous ont une vraie évolution. Même Lex, à la fin, c'est pas le même. Tu comprends qu'il a échoué et il comprend pourquoi aussi. Donc on comprend les motivations de tous les personnages parfaitement. Pour le coup, j'ai vu des gens dire c'est pas le cas. Ils ont tous cette petite évolution aussi. Et je maintiens par contre, et ça j'ai vu beaucoup de gens le dire, que ça fait plus un film DCU épisode 1 que Superman. Et sur ça je suis d'accord. Je pense que l'approche du film à pas faire un film sur Superman, il faut l'accepter. Parce que oui, ça parle de Superman bien sûr, mais on dirait plus, voilà, l'épisode 1 de l'univers. Faut l'accepter, hein, c'est comme ça. C'est juste une approche différente. Et en revoyant le film, c'est une bonne approche. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne approche parce que c'est bien écrit, c'est bien géré. Il y a plein de gens qui disent, ouais, le film est trop politique. J'ai envie de partager un article qui a été justement écrit récemment. C'est ça, c'est du coup de Alison Wilmore hein, pour Vulture Film Critique. Superman n'essaie pas d'être politique, c'est juste que maintenant, dans la vraie vie, on a des super méchants. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Hein. L'article est parfait, vous pouvez aller lire pour le coup, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, les films ont toujours été politiques, ça je l'ai toujours dit, mais maintenant, les parallèles sont encore plus flagrants et choquants parce qu'on a des super vilains. Aussi dans le monde actuel, dans un monde qui est censé être de la paix et tout, on a des super vilains. Et ça, c'est intéressant. Donc oui, je trouve que c'est une bonne chose. Mine de rien, les gens qui critiquent la bouillie numérique, je suis assez d'accord, mine de rien, ça peut être, ça passe ou ça casse pour beaucoup de personnes. Il y en a qui vont détester, il y en a qui vont beaucoup aimer. Moi, ça m'a pas dérangé, même si j'ai trouvé que c'était imparfait et j'aurais aimé plus d'effets pratiques et plus de poids à certaines séquences. Maintenant, moi je vais vous dire un truc, hein. Je pense que le fait d'avoir fait un Superman avec une nouvelle direction, avec pas de nostalgie, sauf la musique, pas de concession, et avoir complètement assumé le nouvel univers, cette nouvelle direction, il y a des gens qui disent que ça ressemble à The Flash ou que c'est aussi nul que The Flash, vous êtes dans un déni absolument dingue, The Flash c'était tout pourri, là c'est vachement bien, c'est vachement touchant, il y a des gens qui vivent dans le passé aussi. Moi honnêtement, hein, pour avoir revu le film aussi, pour avoir vu tous les films de Superman au moins 2 fois, il y en a que j'ai pas vu depuis longtemps, comme les Christopher Reeves. Mais pour moi, c'est de loin, non, peut-être pas, mais c'est le meilleur film Superman. Voilà, c'est Superman, ensuite le Christopher Reeves, ensuite Man of Steel, et j'ai vu tous les autres aussi. Hein. Pour moi, c'est le top 3 pour le coup, et c'est le meilleur, le plus intéressant. C'est un film qui a peut-être un aspect nouvelle génération. Il y a des gens qui étaient énervés, ouais, il y a trop de réseaux sociaux. Ouais, bah bienvenue en 2025, c'est bien utilisé. En plus, les réseaux sociaux dans l'œuvre, mine de rien. Et c'est ça qui est bien, c'est que le film, même s'il y a des défauts, de mise en scène, de scénario à certains moments, ça reste un film qui a une âme, qui a un cœur, qui a une vraie identité, et c'était bien, c'était vraiment bien. Et plus j'y pense, plus il est bien. Le revoir une deuxième fois m'a fait remarquer plein de détails sur le film, sur les personnages, leurs arcs et tout. Et je pense que c'est le meilleur film Superman, et c'est aussi le meilleur acteur. Parce que, en fait, la manière dont il a été écrit, hyper humain, amical, drôle, attachant, t'as envie que ce soit ton grand frère, ton pote, ton collègue. C'est le Superman parfait, quoi. C'est le mec qui est moralement parfait, même si fatalement il fait des erreurs, et lui-même le dit à la fin. Encore une fois, le film trop explicatif. Mais en termes de personnage de qui il est, c'est le personnage que tu as envie d'avoir dans ta vie. C'est un amour, c'est un géant de fer, je crois que c'était aussi l'inspiration, c'est un titan sympa. Et ça, j'adore, et c'est super. Ça, cette idée-là, franchement, c'est le seul Superman, tu dis, je veux qu'il soit mon pote. Le Man of Steel de Henry Cavill, du coup, était un peu différent, plus torturé et tout. Le côté de Christopher Reeves était plus chevaleresque, plus noble, j'ai envie de vous dire. Celui-ci, on dirait ton pote. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, est-ce qu'il y aura pour le coup une sorte de suite à cet univers? Je suis pas exactement sûr de la manière dont les gens l'attendent, avec Superman 2, 3, 4 par exemple. James Gunn en a parlé un petit peu tout de même, parce qu'il savait pas trop s'il allait avoir un nouveau Superman ou une sorte de variante de Superman. Il a plein d'idées, hein, et ça n'a pas encore été annoncé, on verra en fonction du succès du film et ces choses-là, mais je sais pas si un Superman 2 va sortir. Je pense que ça sera autre chose. C'est possible, hein, ou peut-être ils vont directement commencer les crossovers, c'est assez évident pour moi ça. Pour le coup, rappelez-vous, c'est Gods and Monsters chapitre 1, ce chapitre du DCU, donc je vois carrément, en fait, ne pas avoir un film Superman avec un deuxième volet, mais avoir Superman dans tous les prochains films. En fait, d'avoir un univers où tu dois voir tous les films, parce que ça sera une sorte d'histoire. Alors oui, il y aura des points de focus principaux, genre Supergirl,
Moi, j'y crois à fond. Déjà, Emilia Clarke, il a volé le show. À la fin, elle va faire la petite ado rebelle qui fait la fête constamment pour cacher sa tristesse, le fait que Krypton n'existe plus et tout, avec son chien face à un Jason Momoa en lobo qui sera génial. Moi, j'y crois à fond et je pense que Superman sera clairement dedans. Et je pense qu'ils vont créer un univers où quasiment tous les personnages sont presque dans tous les films d'une manière ou d'une autre. On verra bien, mais Supergirl, j'y crois. Je pense que ça sera génial. Une belle approche au projet de manière générale. Craig Gillespie réalise, c'est I, Tonya, Craig Gillespie, c'est Cruella, c'était 2 bons films pour le coup, donc j'y crois à fond. Et je pense que ça sera ça la direction. Et je pense que si ce film-là marche bien, je pense que Supergirl peut cartonner aussi. Parce que l'approche sera bonne, d'après moi, le réal est bon. Je pense pas que ce sera un film à 200 millions, à voir, mais j'ai envie d'y croire, parce que si c'est le même univers, si c'est quelque chose d'aussi réussi que celui-ci, oui, c'est un très bon début pour l'univers qu'ils veulent bâtir avec ce Superman-là, et le Supergirl, j'y crois à fond. Après, il y a plein d'autres projets. Il y a Clayface qui sort du coup en octobre de l'année prochaine, octobre 2026. Et pareil, j'y crois à fond parce que c'est un petit film, entre guillemets, 40 à 60 millions de budget, réalisé par James Watkins qui a fait Eden Lake, qui est un très bon film d'horreur et d'autres films d'horreur sympathiques, scénarisé par Mike Flanagan, qui est un peu le roi de l'horreur en ce moment à Hollywood. Donc j'y crois à fond. Je pense que ça va le faire. Le tournage va bientôt commencer d'ailleurs. Mais c'est bien d'avoir des gros projets à 225 millions comme Superman et des projets à 40-60 millions. Je pense que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas d'actualité concernant The Authority parce que ça, c'est un projet un peu la James Gunn. Vous savez, avec une équipe. Voilà. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut être bien. Mais on n'a pas d'informations dessus depuis un moment. C'est le Brave and the Bold hein, qui n'a pas d'informations depuis un moment parce qu'en fait, c'est toujours Andy Muschietti qui réalise en théorie. Mais on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira. On n'a toujours pas de casting. Parce que je pense que le film a un problème. Ils savent pas encore s'ils vont le faire. C'est ça, je pense, l'interrogation. Andy Muschietti va bosser sur un autre film, de toute façon, entre-temps. Donc pour moi, Brave and the Bold, c'est pas avant 2028, 2029. Mais vraiment, ça va prendre un long moment. Car normalement, il y a quand même ce projet, un dynamique duo, qui sera du coup l'histoire de Dick Grayson et de Jason Todd pour 2028. Ça, c'est prévu. C'est un film d'animation avec plein de styles d'animation différents. Ça, c'est confirmé. Donc là, ils sont en train de bosser dessus parce que ça sort dans 3 ans. C'est un film d'animation, ça prend énormément de temps et ce sera un film d'animation à haut budget, je pense, parce qu'ils ont envie de marquer le coup. C'est une bonne idée, d'après moi, mais ça va prendre du temps. Et du coup, est-ce qu'ils vont sortir le Batman avant 2028? C'est tout de suite, hein. Pour un film, il faut au moins 2-3 ans pour faire un film. Donc ça va aller très très vite, hein, le fameux de Brave and the Bold. Donc c'est une bonne question à se poser. Et surtout, le vrai problème, c'est ça. C'est qu'en fait, The Batman 2 va sortir en octobre 2027. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais est-ce que du coup, ils vont refaire une sorte de Batman dans cet univers? Est-ce qu'ils vont le tenter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rejoindre le Pattinson au DCU? Moi, ça m'étonnerait. Pour le coup, surtout vu la différence d'ambiance. Mais c'est possible. Et je pense qu'ils hésitent. Ils se disent, ok, on fait de Batman 2 dans le DCU. Ou on le fait pas du tout. On laisse dans le Elseworlds et tout. Mais du coup, on aura 2 Batman. Et 2 Batman... Surtout avec de Batman 1 qui était adoré par les gens, de Batman 2 qui sera un énorme carton, c'est inquiétant. Ah oui, ça fait peur aux gens et à juste titre. C'est normal qu'ils aient des inquiétudes par rapport au succès de Brave and the Bold dans le DCU, même si c'est fondamentalement différent et bien plus fantastique, chose qui n'est pas le cas de ce Batman-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont faire? Donc je pense que c'est un vrai problème ce Batman 2, même si ça sera un énorme succès, ça fait du mal au Batman du DCU. Donc à voir ce que ça va donner. Après il y a plein de projets qui sont en cours aussi, hein. Il y a James Mangold qui bosse sur Swamp Thing. Le problème de ce projet-là, c'est qu'en fait Mangold il fait un Star Wars entre-temps. Donc Swamp Thing, ça sera peut-être pour 2029, 2030, on sait pas. Ou peut-être il va le faire avant, mais pareil, je vois que c'est un film à un petit budget, ça peut être intéressant. Après, il y a plein de projets hein, qui sont annoncés, des Teen Titans, on n'a pas encore d'infos dessus, Bane and Deathstroke, il y a le Sergeant Rock qui a failli commencer son tournage cet été, mais ça a été décalé à l'été prochain, le tournage, pas la sortie, parce que Luca Guadagnino avait pas vraiment trouvé comment le faire exactement, les acteurs étaient choisis en plus, mais bon, problème de calendrier, d'agenda. Le Wonder Woman, on sait pas toujours quand ils vont le faire, mais apparemment ils bossent dessus. Donc oui, l'univers... Pour moi, il y a une sorte de vent de fraîcheur qui peut arriver. J'adore DC aussi, de manière générale, donc je pense que ça peut être très très bien. En série télé, pour le coup, on a été servi, hein, mais bon, tout dépendra du succès de ces films. Avec Creature Commando saison 1 qui était vachement bien, pour le coup, c'était James Gunn qui écrivait. La saison 2 a été officialisée et j'y crois. Peacemaker saison 2, ça sort cet été. Moi, j'adore Peacemaker, hein, c'est l'une des meilleures séries de super-héros de tous les temps et je pense que la saison 2 peut être vraiment bien. Pour le coup, Lanterns, le tournage, je crois, est terminé ou pas loin. Donc ça va être banger aussi, c'est chez HBO, mine de rien, hein, donc c'est pas une blague, hein. Ça peut être vraiment bien, j'y crois, mais encore une fois, je pense que les personnages, on sait déjà que dans Peacemaker, il y aura la Justice Gang, il y a d'ailleurs un Peacemaker dans Superman, mais je pense qu'il y aura aussi Superman dans ce projet-là, parce qu'ils veulent que les héros soient un peu partout de manière générale. Là, il y aura aussi Justice Gang, c'est évident, parce que c'est les Green Lantern, et c'est pas forcément les mêmes que dans ce Superman-là, c'est d'autres Green Lantern, donc ils seront forcément dedans. Par contre, des projets comme Waller, comme ça, sans actu, sans rien, je m'en fiche un petit peu. Paradise Lost, ça peut être bien, mais on n'a pas d'actu, pas d'infos. Booster Gold, tout dépend du projet. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, honnêtement, j'y crois à DCU. Et ça dépend du succès Superman. Franchement, si Superman il fait 700 millions, ils vont y aller confiants.
Si Superman fait 1 milliard, il fera jamais 1 milliard d'après moi, mais trop bien, ils vont y aller hyper confiants. Si ça fait 500 millions, aïe. Aïe, parce que Superman, c'est 225 millions de budget, avec, d'après des gens, 150 à 200 millions de marketing. Donc ça fait déjà 425 de dépenses de film, plus quelques dépenses annexes, on va dire 450 de dépenses de film. 450 de dépenses de film, en termes de box-office, il faut faire 900 millions. Pourquoi? Parce que 900 millions, rappelez-vous, le cinéma prend la moitié. Alors oui, il y a plein d'autres sources de revenus, merchandising et des choses comme ça, d'accord, mais il faut qu'il fasse, allez, disons, 700 millions en moyenne. Peut-être un peu moins, ça dépend. Ça dépend combien a coûté le marketing au final. Mais bon, j'ai envie d'y croire. Je pense que c'est un bon début pour le DCU. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous croyez à ces prochains projets? Est-ce que vous avez aimé ce film? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.